Ça se passe chez vous, une présentation de la MRC de Charlevoix. Bonjour, ici Lydia Duchesne et bienvenue à Ça se passe chez vous. Aujourd'hui, Étienne Berthold nous présente le projet de Living Lab des Petites Franciscaines de Marie. On pose plein de questions à Pierre Larouche au sujet du projet d'école alternative et Nancy Tremblay nous présente les derniers projets de Mobilité Charlevoix. Bonne émission! Bonjour et bienvenue parmi nous. Bienvenue à mes invités, Nancy, Pierre, bonjour. Salut. Bonjour. Ça va bien? On a un troisième invité avec nous à distance, Étienne Berthold, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on parle avec vous du Living Lab et faisons attention parce qu'il y a deux Living Labs présentement à Baie-Saint-Paul. Il y a le Living Lab Charlevoix qui se passe du côté de l'hôpital et le Living Lab des Petites Franciscaines de Marie. Dont on va parler aujourd'hui avec vous, qui opère principalement derrière la maison mère. C'est bien ça? Oui, tout à fait. C'est un projet qui est en cours de déploiement actuellement derrière Maison Mère. C'est un projet porté par l'Université Laval. Est-ce que, commençons là, simplement, un Living Lab, donc laboratoire vivant. Qu'est-ce que c'est le concept? Bien, pour faire une histoire rapide, le laboratoire vivant, c'est une façon de faire contribuer les gens à la recherche universitaire. Donc, dans notre cas, ce qu'on souhaite, c'est contribuer à mettre en valeur et à mieux connaître ce qu'on appelle le patrimoine social des Petites Franciscaines de Marie. Donc, je vais faire rapidement. Les Petites Franciscaines de Marie ont vraiment une empreinte très forte sur la région de Charlevoix, Baie-Saint-Paul, on pourrait dire plus directement. Elles faisaient travailler beaucoup les patients de l'hôpital, avant les personnes aidées de l'hospice. Le travail, c'était une façon de valoriser les personnes. Ça, c'est un patrimoine social parce qu'on peut le mobiliser dans l'action sociale d'aujourd'hui. Notre jardin, il sert à ça. Il sert à valoriser les gens, puis à voir comment on crée des liens sociaux autour du travail de la terre. C'est ça un Living Lab. La recherche, la réalité sociale, dans notre cas, autour du jardin. Et puis là, on a besoin, dans le fond, que la communauté participe pour que ce soit vivant, j'imagine. Oui, tout à fait. Non seulement on a besoin, mais c'est ce qu'on vise. Donc, nous, c'est un projet Le Living Lab va, dans le fond, se déployer sur 10 ans, donc jusqu'au début de la décennie 2030, mais c'est un projet dont on veut qu'il soit vraiment pérenne. Donc, c'est vraiment par et pour les gens, les écoles, donc les projets d'école, et également les personnes aînées avec qui on va travailler dès cet été. Est-ce que c'est les PFM, les Petites Franciscaines de Marie, qui ont inspiré le projet de recherche ou c'est l'inverse, le projet de recherche est venu en premier, puis vous avez pensé par la suite au PFM? Oui, c'est exactement ça qui s'est passé. Moi, ça fait presque 10 ans que je travaille le patrimoine religieux. Donc, j'ai travaillé avec plusieurs communautés religieuses à Québec, à Montréal. Et puis, vraiment pour développer ce que je vous présentais comme étant le patrimoine social. Donc, qui n'est pas du patrimoine architectural en tant que tel, mais qui est vraiment ce qui est toujours vivant, présent et agissant de ce qu'une communauté religieuse nous a légué. Et de Québec, je suis arrivé donc à Baie-Saint-Paul autour de 2015-2016, lorsque Maison Mère était en conversion. Il y avait un atelier, entre autres, en décembre 2016 sur l'esprit du lieu. Puis là, j'ai fait connaissance avec sœur Françoise Duchesne et avec les PFM. Donc, c'est ça, on est arrivé après ça au PFM. D'accord. Là, il y a différents volets à travers ça. On a parlé des jardins. Il y a le parcours muséal aussi, si j'ai bien compris, qui va se développer davantage. Oui, le parcours muséal, c'est une initiative de Maison Mère, donc la dimension muséologique de Maison Mère. Donc, c'est un projet qui, lui, va être complémentaire au nôtre. Donc, on va déployer, c'est Christina qui s'occupe de ce projet-là. Donc, c'est ça, le parcours muséal, lui, va être déployé. C'est une exposition muséologique à l'intérieur de Maison Mère. Donc, il va porter sur le patrimoine social des Petites Franciscaines de Marie, avec comme extension naturelle, donc, le jardin. Donc, c'est une alliance qu'on a faite là, pour la substance du projet dans son ensemble. OK.
Et puis là, les jardins, bon, là, ils sont en train, présentement, les travaux ont commencé derrière la maison mère pour les installer. On parle de jardins communautaires ou vraiment des jardins qui sont plus dédiés à faire de la recherche puis qu'on va juste pouvoir observer? Non, 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 effectivement, merci pour la question. Euh, Nous, au fond, notre concept, là, là, cet été, on va partir avec à peu près un 2000 pieds carrés, donc c'est tout petit. On pourrait s'étendre jusqu'à 1 hectare OK? derrière la maison mère. C'est la superficie dont on a discuté. Évidemment, tout ça se fait avec la ville de Baie-Saint-Paul par l'entremise de Maison Mère. Mais on parle de deux choses en particulier. Donc, l'agriculture collective, c'est-à-dire que ce qu'on voudrait faire, puis là, les écoles vont être importantes là-dedans, c'est planifier ce qu'on va planter, puis ce qu'on va récolter, puis se partager les récoltes, mais aussi tout un volet pédagogique qui aussi va s'adresser notamment aux écoles, qui lui va viser plus l'éducation à l'agriculture, à l'environnement, puis une certaine conscientisation à l'accroissement de l'autosuffisance alimentaire. Pourrait se joindre à ça éventuellement, puisqu'on parle d'une superficie assez appréciable, un volet de jardin communautaire, OK. où là, je termine là-dessus, dans un jardin communautaire, chacun a sa parcelle. Mais donc, c'est vraiment un projet pour les groupes sociaux. Puis nous, c'est là-dessus qu'un peu comme un petit oiseau sur une branche, on va se positionner pour faire l'étude qui est la nôtre. Mais c'est vraiment des projets locaux. OK. Là, et puis, bon, si on repart à travers les objectifs, là, on a parlé ben, de la transmission du savoir, du partage, la pérennité, tout ça. Y a-t-il d'autres objectifs autour de ça? Est-ce qu'il y a un rapport de recherche là, qui va ressortir de ça? Oui, oui, mais c'est des productions qui regardent, qui intéressent au premier chef les universitaires. OK. Nous, au fond, ce qu'on veut, c'est vraiment. Moi, je suis en train de terminer un livre sur le patrimoine social des petites franciscaines de Marie, mais ça va en être ça va être le côté pour l'immortaliser un petit peu, puis rendre plus actuel. Mais après ça, c'est sûr que c'est vraiment une production qui s'adresse, puis c'est un jardin qui s'adresse aux collectivités locales, là. Baie-Saint-Paul, puis après ça, on souhaiterait éventuellement aussi élargir dans Charlevoix. Puis par-dessus ça viendront se greffer nos rapports de recherche et autres. OK. J'ai vu aussi qu'il y avait un petit volet artistique où on veut soutenir l'art. De quelle façon c'est intégré au projet? Bien, c'est une bonne question. Là, notre projet commence. Ce sont des choses qui vont rapidement parce on doit faire beaucoup de choses en même temps, notamment l'aménagement de la terre. Une des choses qu'on veut faire ces prochaines années, c'est peut-être faire un lien plus explicite parce que notre jardin va permettre d'accueillir une programmation assez diversifiée. C'est faire un lien peut-être plus explicite avec des organismes culturels, notamment les organismes musicaux. OK. Parce que les petites franciscaines de Marie, ça, c'est un spécialiste, si vous voulez, des communautés religieuses qui vous le dit, c'est une des seules communautés que je connaisse qui ait autant investi la musique. Ah oui. Puis elle le faisait vraiment pour, un peu comme un patrimoine social, pour valoriser, pour instaurer des liens sociaux également. Donc, on voudrait peut-être aller chercher éventuellement les organismes, mais ça viendra ces prochaines années. Là, on est en installation. Est-ce qu'on peut suivre l'évolution de ce Living Lab-là quelque part? Oui, tout à fait. On est en train de créer une page Facebook, donc qui s'appelle le Living Lab. Là, c'est le nom académique du projet. Le jardin va porter un nom qui va être résolu, qui va être choisi au terme d'un concours public. Donc, actuellement, il s'appelle le potager avec un P majuscule. Une enseigne est en préparation, puisqu'évidemment, les gens posent des questions. Et donc, on va avoir une page Facebook et également un projet de making of, justement, du Living Lab avec TVCO, dont on est vraiment très content. Belle nouvelle. Si on veut participer à ce projet-là, est-ce qu'il y a des actions qu'on peut poser déjà? Oui, là, c'est sûr qu'on est actuellement en projet pilote cet été. Donc là, on va travailler cet été essentiellement de façon organisée, si vous voulez, là, OK. dans les jardins avec un certain nombre de groupes d'aînés, notamment ceux de la résidence, des personnes de la résidence des bâtisseurs. Mais bien sûr, là, on a des liens avec plusieurs organismes. Donc, on va être appelé à élargir le cercle, mais il y aura aussi, on peut se présenter de façon spontanée parce que les jardins seront accessibles à partir de juillet, puis on aura une animation horticole. Donc, une personne va être là à peu près à 25 heures semaine également pour renseigner sur le projet, puis sur les semences, et puis sur le processus et sur le patrimoine social, donc tout sur le projet. OK.
Puis là, les PFM, elles, à travers ça, elles doivent collaborer assez étroitement avec vous. C'est quoi leur rapport là-dedans? Elles amènent des éléments d'histoire, j'imagine? Elles partagent leur savoir-faire? Oui, absolument. Oui, effectivement, on parle d'une collaboration à différents niveaux. D'abord, pour les PFM, ça, je pense que c'est un projet que portent les dirigeantes actuelles. C'est une façon vraiment de pérenniser leur patrimoine. Parce que la communauté se transforme, évidemment. Donc, elles appuient le projet de laboratoire vivant. Et puis, d'un certain nombre de façons, également pour tout ce qui a trait à la levée de fonds. Elles sont très actives parce qu'évidemment, l'Université Laval a des ressources, et notamment financières, mais on ne peut pas tout faire. Mais elles vont aussi être appelées à participer au jardin par une présence physique d'un certain nombre de sœurs parce qu'elles étaient évidemment très, très, très impliquées dans l'agriculture. On dit d'elles qu'elles étaient avant-gardistes souvent. De quelle façon elles étaient si avant-gardistes que ça, les PFM? Bien, écoutez, sans verser dans l'anachronisme, moi je suis un historien de formation, puis on évite toujours l'anachronisme parce que c'est un péché capital. On pourrait dire que les petites franciscaines de Marie, par l'hospice hôpital qu'elles occupaient, elles valorisaient tellement de réutilisation puis de produits locaux qu'on pourrait dire que c'est à la limite des précurseurs d'une espèce de forme d'économie sociale et circulaire. Mais vraiment, le legs le plus tangible, c'est qu'on exploite dans le cadre de notre projet, c'est l'idée de se valoriser par le travail. Donc, il y a plein de travailleurs sociaux qui vont reconnaître aussi, qui vont travailler jusqu'à un certain point avec un patrimoine social relativement similaire à ça, pour faire de la réinsertion sociale. Donc, toutes sortes de choses, vraiment une communauté très groundée là, dans sa réalité. Oui, vraiment. On n'a pas vraiment le choix d'en parler parce que ça fait presque 2 ans qu'on est en situation de pandémie. Est-ce que vous avez remarqué, ça vous a freiné dans votre projet ou au contraire, vous avez remarqué un engouement peut-être pour ce type de recherche-là? L'agriculture en général, je pense que ça a pogné un pic. Oui, effectivement. Pour ce qui est des PFM, ça fait depuis 2017 que la communauté est vraiment engagée dans la transmission de son patrimoine social avec l'Université Laval. Donc ça la pandémie n'a qu'accentué, mais c'est vraiment pour l'agriculture parce que ça faisait 2 mois qu'on était en pandémie. Puis, en mai dernier, puis le ministre Pierre Fitzgibbon parlait déjà de contribution à l'autonomie alimentaire, choses qui se sont matérialisées par un support aux serres notamment. Donc, c'est clair que les projets d'agriculture urbaine, on le vend dans les voiles actuellement et c'est une excellente chose, à mon avis, par ailleurs. Oui, tout à fait. Pour terminer, est-ce qu'on a des dates butoirs qui arrivent? Y a-t-il un calendrier d'événements là, qui est déjà établi? Bien, là, c'est ça. Comme on est en rodage actuellement cet été, qu'on va travailler avec un certain nombre de groupes d'aînés, vous allez voir des groupes plus organisés. Évidemment, là, tout ça est fonction de l'évolution des conditions sanitaires, évidemment, mais vous allez voir un certain nombre de groupes d'aînés sur place à partir de juillet. Toute présence spontanée de n'importe qui est par ailleurs la bienvenue. Donc, je vous dirais à partir de juillet à la fin septembre pour suivre un cycle de récolte. Puis après ça, dans les années subséquentes, là, on souhaite décupler avec les écoles, les camps de jour, puis toutes sortes d'autres organisations qui pourront y trouver un profit. On est là pour ça. Super. Merci beaucoup, Étienne Berthold. Bon succès dans votre projet, puis on va passer vous voir, c'est certain. Merci, ça m'a fait plaisir. Merci de l'invitation. Merci, bonne journée. Bonne journée, merci. On prend une petite pause, on revient tout de suite après avec notre ami Pierre Larouche qui nous parle de l'école alternative. Bon retour, on poursuit avec Pierre Larouche. Bonjour Pierre. Salut Lydia. On parle d'école alternative. On a fait un petit topo rapide à la dernière émission pour en parler parce que malheureusement, tu ne pouvais pas être des nôtres. Ben non. Mais c'est partie remise. Donc, tu es là. avec nous aujourd'hui. Je suis là. On va démystifier l'école alternative. C'est quoi ce gros projet et puis comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est? Commençons par le début. Oui. C'est compliqué à organiser une école alternative. Ça fait combien de temps que le projet est en branle? Ben ça fait minimalement 2 ans. Mais tu sais, c'est normal que ça prenne du temps aussi, en fait. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Faut passer par plusieurs étapes, puis c'est correct aussi. Puis il y a eu, on dit toujours la pandémie, on met beaucoup de choses sur le dos de la pandémie. Oui. Mais encore une fois, évidemment, c'est tombé en plein dedans.
on était sur un momentum, tu sais, ça allait bien, puis il a tout fallu mettre sur la glace. Puis en même temps, on comprend le centre de service scolaire qui en a plein les bras avec ça aussi. Oui. Fait qu'il y avait d'autres chats à fouetter, puis c'est bien correct. Mais il faut en tenir compte. Puis là, je te dirais, depuis janvier 2021, là, on a repris ça, là, puis on travaille pas mal fort là-dessus là, depuis les derniers mois. Donc, on va démystifier un peu, là, École alternative, justement, tu as parlé du centre de service scolaire, là, Ouais. qui est impliqué là-dedans. Absolument. Donc, c'est pas une anti-école, là. On fonctionne avec le centre de service scolaire, c'est ça? Bien, en fait, une école alternative là, ou un volet alternatif, tout dépendant comment le projet va s'ouvrir, comment il va s'intégrer aussi. Ça peut être un volet aussi d'une école existante. OK. Mais ça reste une école publique. Donc, ça reste sous la juridiction du centre de service scolaire de Charlevoix. Donc, on ne peut pas décider du jour au lendemain. Là. Tu sais, des fois, j'entends des gens penser que c'est privé. C'est pas privé du tout. Là. C'est public, c'est ouvert à tous. Puis c'est sur les terrains du centre de service. Là. C'est Fait une offre que- complémentaire. Exactement. Ben, ça le dit dans le mot école alternative. C'est vraiment de donner le choix aux parents, une alternative sur la pédagogie que les parents désirent donner à leur enfant. Dans le fond, c'est un peu ça. Tu sais. Et puis là, on parlait de la complexité de mettre ça sur pied juste avant. C'est parce qu'en fait, ça prend un comité de gens qui se réunissent ensemble pour pouvoir monter ce projet-là. Oui, bien c'est ça. Au début, ça a été ça un peu. C'est de rassembler des gens qui croient au projet, des gens qui disent j'ai le goût de pousser avec vous autres là-dedans. Fait que là, je te dirais, depuis un an, là, on est presque une dizaine là, comités qui se réunissent assez régulièrement. Puis après ça, quand on a mis les bases, dans le fond, la première grosse étape, ça a été de faire le plan fondateur, qu'on appelle, là, le texte fondateur. C'est de mettre toutes les idées de ce que tu imaginerais comme ce volet alternatif-là. Comment tu l'imagines? Un peu comme un plan d'affaires, mais pour Genre, l'école. exactement, exactement. Les valeurs que tu veux, la mission, sur quoi tu te différencies de l'école normale, si tu veux. Fait que, tu sais, c'est de mettre ça sur papier, que ça a l'air intéressant aussi. Oui. C'est comme une carte de visite, si tu veux, tu sais. Puis ça a été le premier gros projet. Puis ça, quand ça a été fait, c'était une grosse partie. On l'a aussi présenté au centre de service scolaire. Puis l'autre aussi gros projet qui a été fait dernièrement, ça a été aussi de monter un site web. Oui, qui est très beau. Oui, en plus. vraiment super beau. Puis en même temps, ce que je trouve le fun avec ce site web-là, d'ailleurs, les deux filles qui ont travaillé beaucoup là-dessus, là, je leur lève mon chapeau parce que c'est super bien fait. Puis c'est aussi très facile à comprendre. C'est-à-dire que quelqu'un qui se dit, qui part de zéro, là, qui ne connaît pas c'est quoi une école alternative, peut aller sur ce site-là, qui est écolealternativecharlevoix.com. Va sur ce site-là, donc, puis peut aller trouver tous les éléments de réponse qu'il va souhaiter. D'ailleurs, à la fin, il y a un FAQ. Là, il y a, Frequent Ask ouais, Questions. je cherchais le mot en français. Fait que toutes les questions qu'on se pose des fois en tant que personne qui est en dehors du projet, là, Ouais. ben, sont toutes répondues là-dessus, pratiquement toutes. Oui. Là, c'est vraiment un Donc, travail. le texte fondateur dont on parlait aussi tantôt Ouais. est là. On a les membres du comité Les membres du qui sont comité. présentés. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Une école alternative. Comment ça s'implante dans le milieu? Tu sais, tu peux pas... c'est comme je disais tantôt, c'est vraiment en collaboration avec le centre de service scolaire. Tu peux pas arriver et dire « Bonjour, on est 10 parents, nous, on aimerait ça avoir une école alternative. Non, d'un, il faut qu'ils sentent qu'il y a un appui de la population. Oui. Puis c'est un peu pour ça aussi qu'on cogne à différentes portes en ce moment. Pour avoir des appuis. Puis le site web vient nous aider parce qu'à la fin du site web, à la fin de la première page, tu peux appuyer le projet en remplissant un formulaire. Mais est-ce qu'on peut répondre au sondage juste pour montrer aussi si on n'est pas intéressé? Oh. Est-ce que c'est une donnée qui est importante à savoir aussi? Tu peux le faire aussi, et tu peux le faire aussi, même si tu n'as pas d'enfant d'âge scolaire. OK. Du type grand-maman qui trouve ça vraiment chouette d'avoir ça, Ouais. pourrait dire, ben moi, j'appuie ton projet. OK. C'est pas nécessairement de s'engager de inscrire s'engager notre enfant. à envoyer tes enfants demain matin, mais c'est de dire ton projet, on croit à votre projet, puis moi, si j'avais des enfants, je les enverrais peut-être. On n'a pas de date précise. J'allais dire une date, mais en fait, on n'a pas de date. Parce que c'est trop.
de mettre une date, ça met trop de pression sur nous, sur le centre de service scolaire. Puis en ce moment, on n'a pas besoin de ça. Fait qu'on laisse tomber les dates en ce moment. On travaille en collaboration avec le centre de service, puis on regardera où on s'en va. Ça avance bien là, quand même. Mais je te dirais, depuis les 4-5 derniers mois, là, comme je te disais, en janvier 2021, on a repris ça au bon, puis ça avance vraiment vite. Puis ça avance bien. Puis on a une belle collaboration avec le centre de service scolaire. On a eu une rencontre dernièrement. Eux autres, de leur côté, sont en train d'analyser toutes les... Parce que nous, de notre côté, qui ne sont pas à l'interne, il y a pas des fois, il y a des questions qu'on ne pense pas, mais eux, tu sais, c'est sûr que... Dans toute la machine, toute la de machine, l'éducation. ben oui, puis c'est normal aussi. Comment gérer avec les professeurs, comment ça va s'introduire, juste introduire ça dans le centre de service. Puis j'imagine que dépendamment si c'est une école à part ou un volet... Si c'est une école à part, si c'est un volet de Forgette, différent. par exemple, ben, ça va être différent. Ouais. Si on prend des élèves de Forgette qui viennent chez nous, je dis chez nous, mais dans l'école alternative, qu'est-ce que ça implique? L'aspect ressources humaines aussi, matériel, qui va... Les postes de direction, tout ça. Fait, bref, il y a tout un requestionnement que nous, on n'est pas, on n'est pas apte à répondre à ça. Fait que c'est sûr que de leur côté, il faut qu'ils y pensent, puis il faut qu'ils en parlent avec leur conseil d'administration. C'est ce qu'ils font en ce moment. C'est quoi, justement, l'offre alternative que cette école-là propose dans les valeurs dont on parlait tantôt, les méthodes d'enseignement? C'est sûr, nous, sur quoi on a voulu vraiment frapper fort, c'est vraiment le côté nature-agriculture, terrain, jeu dehors, Utilisation du territoire. Utilisation du territoire. On est chanceux. Moi, je viens de Baie-Saint-Paul. Je suis né à Baie-Saint-Paul, puis j'ai vécu toute ma jeunesse à Baie-Saint-Paul. Puis je me considère chanceux d'avoir fait ça dans ma vie, d'avoir vécu ici en tant que jeunes adolescents et plus jeunes. Puis je suis là, puis je suis là à donner ça à mes enfants aussi, puis je suis content. Puis je trouve qu'il y a une plus-value à faire ça en ce moment à Baie-Saint-Paul parce qu'on a plein de choses à offrir. Quand je parle du territoire, évidemment, là, avec les grands espaces, l'agriculture, la forêt, bref, la plage, on est à côté du fleuve. Bref, on a beaucoup de choses. Puis je trouve que ça serait intéressant d'amener ça dans un volet pédagogique avec les enfants. Il y a beaucoup d'écoles nature là, qui se font aussi maintenant. Puis même des garderies nature, oui, beaucoup garderies aussi. Ça pousse de plus en plus. C'est très populaire. Puis tu sais, on n'arrive pas avec ça avec une idée qui sort de notre tête, l'école alternative. Il y en a à peu près 50 au Québec. OK. Fait que c'est pas arrivé comme ça. On a fait nos recherches. Puis dans le fond, il y a c'est le REPAC, le Réseau des écoles alternatives du Québec, qui chapeaute tout ça, mais qui aide les écoles à démarrer. Quand on a des questions, ils peuvent nous envoyer quelqu'un pour répondre ou envoyer quelqu'un pour parler à des parents pour expliquer. C'est ça qu'on a fait au départ. Il y avait quelqu'un du REPAC qui est venu expliquer c'est quoi une école alternative aux parents pour leur... Parce que là, on pourrait croire aussi qu'une école alternative, c'est pour des enfants avec des besoins spécifiques. C'est pour tout le monde. Ouais. En fait, mais c'est vrai, ça fait partie des questions qu'on a. Est-ce que c'est juste pour les enfants avec des besoins particuliers? Ouais. Est-ce que c'est juste pour des enfants qui n'ont pas de besoins du tout? Mais dans le fond, non, ça répond à tous les besoins d'un enfant. Donc, il n'y a pas de critères d'admission. Non, mais il n'y a pas de... On passe un test avant. Là, Voilà. Mais c'est sûr qu'au début, en démarrage, j'imagine, ce qu'on imagine qui va se produire, c'est que ça va peut-être être un projet pilote, si tu veux. On va peut-être commencer avec 2 classes. Puis là encore, je dis 2 classes. Ça va peut-être être une, ça va peut-être être 2, ça va peut-être être 3. Et je lance ça juste pour donner un exemple aux gens, pour qu'ils comprennent qu'au départ, ça va être petit. Ouais. Fait que c'est sûr que si la demande est énorme, puis on commence petit, mais on va y aller peut-être à la pige. On ne fera pas de sélection de t'es meilleur que lui en maths, fait que viens-t'en. Il n'y aura pas de ça non plus. Fait que ça sera du hasard rendu là. Puis au niveau des méthodes d'apprentissage et les méthodes pédagogiques, je sais qu'il y a le multi-âge qui est encouragé. On a parlé de l'extérieur, mais y a-t-il d'autres façons de faire qui sont différentes? C'est sûr que dans une école alternative ou un volet alternatif, le parent est mis à contribution beaucoup plus. OK. Dans le sens qu'il devient un peu, on appelle ça, dans le milieu alternatif, ils appellent ça être co-éducateur de l'enfant. C'est-à-dire que le parent doit s'impliquer à l'école. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui est important de savoir si ça t'intéresse, l'école alternative. Bien, certaines écoles demandent, je te donne un exemple, mais des fois, ils demandent aux parents de s'impliquer 5 à 6 heures par mois. Okay. C'est-à-dire que tu prends une journée, je te donne un exemple, sur une journée X,
tu sais que le prof de ta fille, une journée, a demandé aux parents s'il y en avait des disponibles pour venir l'aider à faire un bricolage. Mais à ce moment-là, le parent, il peut distribuer la peinture, laver les pinceaux pendant que Fait que ça peut être sous forme ça peut être sous d'assistance. forme d'assistance, ça peut être en sortie scolaire, par exemple. Un papa vient aider en sortie parce qu'ils s'en vont au parc ou ils s'en vont à la plage, ils ont besoin de bras pour amener des choses. Bien, lui, il part l'avant-midi avec. Donc, c'est pas nécessairement qu'on a plus de devoirs à faire à la maison, puis que... C'est pas au niveau de devoir à la maison, parce que ça, dans le volet alternatif, il n'y en a pratiquement pas, ou peu, ou pas du tout, tout dépendant des volets. Mais c'est plus à l'implication vraiment à l'école. Ça peut être sous forme de comité aussi, parce qu'il y a des comités de parents, il y a des comités qui s'occupent. Je te donne des exemples qu'on a vus ailleurs au Québec. Là. Il y a un comité de parents qui s'occupait de valoriser les cours extérieurs, de planter des arbres, de faire du jardinage. Fait que quand on dit qu'il est co-éducateur, c'est que le parent est beaucoup plus présent à l'école. OK. Fait que ça, c'est un truc qui se démarque aussi beaucoup du régulier. Et autre chose aussi, c'est que tu t'as nommé le multi-âge, évidemment. Donc souvent, c'est des première, deuxième ensemble, 3, 4 ensemble, 5, 6 ensemble. Fait que ça fait des belles mixités, c'est le fun. Et autre chose aussi, c'est la pédagogie. C'est souvent une pédagogie qu'on appelle par projet. OK. Une pédagogie par projet. Je te donne encore un autre exemple. Souvent, c'est plus facile de s'imaginer que des exemples. On part vraiment de l'intérêt de l'enfant. C'est-à-dire que si l'enfant démontre un intérêt, je te donne un exemple sur... il tripe sur les super-héros. Bien, on va partir de sa passion. De sa passion sur les super-héros pour lui faire apprendre du français, des maths, de la géo. OK. Sur plein de façons. Ça veut dire, le français, ça peut être écris-moi. Ça, on peut faire ça pour chaque enfant individuellement dans une même classe? Oui, bien, dans une classe, tu vas avoir des projets individuels, comme mettons, je dis le petit garçon, il y a ce projet-là, lui, individuel, c'est de parler d'un super-héros, il faut qu'il en invente un. Fait que là, il va écrire les caractéristiques de son super-héros, et ça va faire travailler son français. Il va falloir qu'il calcule la distance qu'il parcourt son super-héros quand il sort de sa maison secrète du pôle Nord, tu comprends? Combien de temps que ça y prend pour se rendre sur un appel? Oui, c'est ça. Puis là, vu qu'il habite en Antarctique, il va falloir qu'il comprenne la géographie pour aller jusqu'au Chili. Là. C'est quel pays, tu comprends? Oui. Mais bref, tout ça pour dire... c'est pas facile. Mais tout ça pour dire que tu parles vraiment de l'intérêt de l'enfant, puis tu peux lui faire apprendre plein d'apprentissages à partir de là, tu sais. Puis tu vas avoir des projets en équipe. Donc, puis ce qui est le fun aussi avec cet apprentissage-là, c'est que ça développe beaucoup l'autonomie sur la planification du travail de l'enfant. Parce que c'est l'enfant qui va, dans des périodes données, qui va dire « Je dois travailler mon projet personnel parce qu'il est à remettre mardi prochain. Okay. » Ou « je suis avancé avec mon projet personnel, je vais pouvoir faire mon petit travail d'équipe avec mon ami. On va aller à la bibliothèque. Puis là, ils vont partir à la bibliothèque, ils vont chercher des livres. Puis bref, ça développe énormément l'autonomie sur la planification aussi. Fait que c'est ces petits points-là qui se démarquent. Puis au niveau des évaluations, parce que là, il faut quand même que ça atteigne les mêmes niveaux que l'école dite normale, si on veut. Là. Donc, on n'est pas au-dessus, on n'est pas en dessous non plus là, des évaluations gouvernementales. Non, puis il y a des évaluations qu'on ne passera pas à côté. Là, des évaluations du ministère qu'il faut absolument qu'ils soient faites. Je pense surtout à ceux en 6e année là, pour rentrer au secondaire. Il faut que ces examens-là soient faits. Mais c'est le rôle du professeur de savoir si l'enfant répond aux critères qui a été rempli par le ministère, qui a été demandé par le ministère. Ensuite de ça, si le professeur voit qu'il y a un manquement quelque part, il peut maintenant aider l'enfant à cheminer vers la réussite de cette épreuve-là. Fait que il y en a qui ne passeront pas à côté. Là, les épreuves, je pense en 4e année aussi, il y en a une en français, je crois. Mais il y en a qu'on est obligé de passer. Puis la plupart des autres, ça va être des évaluations sommatives tout le long de l'année. Mais est-ce que l'évaluation, elle se fait beaucoup par rapport au groupe ou par rapport à l'enfant lui-même? Étant donné que c'est par projet, souvent c'est individuel. C'est selon le développement de l'enfant, où il est rendu dans son cheminement. Parce que l'enfant qui est en 2e année a peut-être des acquisitions de maths de 3, mais il est peut-être encore en 2 dans certaines acquisitions. Bref, il n'y a pas un enfant qui est au même niveau. Ils ne sont pas tous rendus là. T'sais. Mais on s'assure qu'ils sont tous au même niveau pour rentrer au secondaire. Exact, parce que ça aussi, c'est une question qu'on a souvent de parents. L'inquiétude de si mon enfant a fait un parcours un peu différent, c'est-à-dire qu'il n'est pas passé par l'école régulière,
est-ce qu'il va arriver quand même prêt au secondaire 1? C'est un peu des fois l'inquiétude de certains parents. Ouais. Puis nous, c'est une question qu'on a posée aux gens du REPAC aussi que je parlais tantôt. Puis ils ont fait une étude en 2015, je crois. Puis ça disait que l'enfant arrivait extrêmement en tout cas, plus mature et plus, comme tantôt je parlais de préparation, de planification puis d'autonomie. Mais on dirait que le passage se faisait mieux à ce niveau-là. Sans prévoir qu'est-ce qui s'en vient. Fait que non, il n'y avait pas de retard au niveau de la rentrée au secondaire. Fait que, merci beaucoup, Pierre, ça fait plaisir. pour toutes ces informations, ce beau projet. Si on veut en savoir plus, c'est Internet. C'est Internet, je pense que c'est le meilleur moyen en ce moment. Oui. Puis on a l'École alternative Charlevoix aussi, on a une page Facebook. Fait que vous pouvez venir liker la page Facebook. Puis si vous avez des questions, notre courriel est sur la page web. On est toujours disponible. Merci. Merci, Lydia. On prend une pause et on se rejoint après avec Nancy Tremblay. On parle de transport. Rebonjour! On termine cette série d'entrevues avec Nancy Tremblay. Bonjour, Nancy. Bonjour, Lydia. Donc, Nancy Tremblay de Mobilité Charlevoix. Toujours des bonnes nouvelles quand tu viens sur le plateau. Hein? C'est toujours des beaux projets qui avancent. C'est ce qu'on veut. En mobilité, on veut que ça avance, c'est clair. C'est un bon slogan, ça. Alors, on va commencer par parler de la vaccination, parce que oui, il y a un lien avec le transport. C'est un nouveau service qui s'en vient ou qui est déjà commencé? Bien, qui est déjà commencé. Dans le fond, on a toujours, on offre des services de transport pour les gens. Et ce qu'on a fait, c'est que on a déjà levé le flag. Quand on a commencé à parler de vaccination en janvier, tous les partenaires du chantier de transport des deux MRC, on a dit, oui, mais là, la vaccination, s'il y a des gens qui sont mal pris et qui ont besoin d'avoir accès au vaccin, comment est-ce qu'on va s'organiser? Donc, on a soumis cette problématique-là au CIUS et puis ça a fait du chemin. Et eux aussi ont fait du chemin dans leur clinique de vaccination, ne sachant pas comment ça allait se passer. Ouais. Donc, on a... donc là, à partir de maintenant, on est prêt à prendre davantage de gens qui vont à la vaccination. Donc, parce que la clientèle la plus vulnérable, la clientèle âgée, a été vaccinée par les centres les centres d'hébergement? Directement en centre d'hébergement. Ouais. Tandis que nous, la population active, on voulait être en mesure de pouvoir la déplacer. Mais comme au niveau de notre réseau actuel, on ne va pas partout, on voulait s'assurer d'avoir des ententes en amont avant de faire une publication globale et de promouvoir le fait que si des gens veulent aller se faire vacciner puis qui ont un enjeu relatif au transport, bien, qu'ils communiquent avec nous, puis nous, ça va nous faire plaisir d'aller les prendre où ils se situent. Est-ce qu'il faut appeler d'avance ou tu prends un rendez-vous? Oui, absolument. Okay. Donc, il faut prendre rendez-vous pour se faire vacciner et il faut prendre rendez-vous à la corporation pour vérifier si on est en mesure de les transporter. Sinon, on s'ajuste, on trouve des moyens là, pour que le transport ne soit pas un frein à la vaccination. Et là, il n'y a pas de stress à avoir non plus pour le retour, parce que là, c'est aller-retour. On vient nous rechercher pour nous ramener à la maison par après. Absolument. Donc, c'est un aller et c'est un retour. Peu importe où est-ce que la personne elle se situe dans Charlevoix, si elle a un enjeu pour se rendre à la clinique de vaccination, elle communique avec nous. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend 1 heure. Dans le fond, on l'amène à son rendez-vous, puis 1 heure plus tard, on va aller la rechercher. D'accord. Donc, c'est environ, là, parce qu'on ne sait jamais combien de temps prendre la vaccination, donc on dit environ 1 heure, c'est le contrat de service qu'on a avec les gens. D'accord. Peux-tu me dire, c'est quoi un peu les normes là, sanitaires à respecter pendant le transport? Oui, bien, c'est important parce qu'il faut comprendre on le sait, dans le fond, une des raisons pour lesquelles les gens pourraient avoir besoin de nos services, c'est qu'ils ne peuvent pas se voyager avec un voisin. C'est essentiel, on en a besoin. Donc, ça, c'est clair. Donc, parce que les normes sanitaires sont importantes. Puis en transport, nous, on a des normes sanitaires un peu différentes que les autres. C'est que, dans le fond, nous, les gens, on n'est pas obligé de respecter un 2 mètres. On s'entend que si on est obligé de respecter un 2 mètres, on aurait une personne dans l'autobus puis une personne sur le toit. Ça ne marche pas, là. Fait que, dans le fond, nous, les mesures sanitaires, on fait des nettoyages entre les circuits, donc il n'y a pas de danger que ça soit un vecteur de contamination. Et les gens portent le masque et il y a un lavage de mains systématique. Donc, comme normalement, le voyage est entre 15 et 20 minutes ou 30 minutes, là, disons, pour atteindre le centre de vaccination, il y a peu de danger d'infection ou de contamination croisée comme telle. Mais bien sûr qu'on essaie toujours de respecter. On s'entend que on n'a jamais 15 personnes à bord du véhicule, de toute façon. D'accord.
Si on parle maintenant du grand projet, d'avoir un réseau de transport sans réservation, ça avance. Évidemment, ça a été mis sur pause, comme tout le reste. La dernière année n'a pas existé pour personne, je pense. Comme Pierre disait, dans le fond, la pandémie a le dos large, mais en même temps, c'est aussi ça la réalité. Donc, c'est sûr que nous, on est toujours sur la planche à dessin. On avance définitivement assez rapidement. Tous les milieux municipaux ont été rencontrés. Donc, chacune des municipalités, on sait de comment va être organisée la desserte locale et comment va être organisé le réseau qui va relier les deux MRC. Ça, on sait comment ça va fonctionner. Les arrêts sont en train de se définir. On a déjà des valider. circuits là, qui se dessinent. Totalement. Nous, là, on est prêts, dans le fond. Il nous reste à valider certains points d'arrêt au niveau du ministère des Transports parce que c'est tout un processus de validation en pas à pas. C'est plus gros là, que juste Exactement. la MRC. Absolument. Donc, on s'entend qu'à ce niveau-là, ça va bien, sauf que notre date, c'est-à-dire on voulait mettre tout ça en branle à partir de l'automne, mais finalement, avec la pandémie, on ne sait pas trop ce qui arrive et en même temps aussi, les programmes d'aide au niveau du ministère du Transport ne sont pas sortis, ne sont pas connus encore. Donc, dans les faits, ce qu'on a fait, c'est qu'on a reculé la date d'entrée en vigueur du nouveau projet au printemps. Mais toutefois, comme l'organisation des arrêts est déjà validée, on est en processus de validation, nous, on va installer les poteaux dès cet automne. Donc là, on va commencer à voir ça pousser là, tranquillement. Absolument. Le but, c'est vraiment ça. Le but, c'est de voir pousser les poteaux sur le territoire partout durant l'automne avant le gel pour que dès que la neige aura fondu, ensuite, on soit prêt à partir les nouveaux services là, de façon cohérente. Et ça nous permet également de bien faire les communications et bien faire comment dirais-je, dans le fond, la période d'adaptation, de mettre en place des stratégies pour que les gens qui utilisent nos services actuellement, qui sont habitués à une certaine façon de faire, qu'on puisse être capable de travailler ça en collaboration avec nos gens. Nouvelle méthode. Exactement, à la nouvelle méthode. Donc, à l'automne, on va arriver avec quelque chose de plus... avec une communication formelle à la population, leur présentant le nouveau réseau, puisque les champignons vont pousser par rapport à nos arrêts. Mais là, il y a quand même un projet pilote qui va avoir lieu pour tester le truc un petit peu. Absolument. Donc, notre équipe qui développe de l'expertise en matière de mobilité, dans le fond, tout est innovant. Donc, on travaille présentement à répondre à un besoin ponctuel dû, entre autres, aussi à la pandémie. On sait, l'année passée, Charlevoix a été inondé de personnes. Donc, on s'attend à avoir la même chose cette année au niveau de l'achalandage, valorisation touristique. Donc, à cet égard-là, la Ville de la Malbaie, en partenariat avec les deux SDC locales, donc la SDC de Pointe-Pic et la SDC du centre-ville de la Malbaie, nous ont demandé de mettre en place un circuit, donc une boucle qui va relier les deux secteurs pour permettre aux gens de pouvoir se déployer sur le territoire de la Ville de la Malbaie. Donc, en plus de notre réseau, dans le fond, du service qu'on offre actuellement sur les deux MRC, on va offrir un service sur horaire sans réservation à partir de cet été. Là, on est en train d'attacher les choses avec les partenaires. Donc, ce sera utile autant pour les résidents que pour les touristes qui passent, qui arrivent par le train, par exemple? Absolument, absolument. Fait que pour nous, c'est un beau projet pilote parce que, justement, on teste nos arrêts sur le territoire de la Malbaie. On voit aussi aux technicalités d'opération. Et puis, on veut commencer à faire parler aussi que c'est possible de faire du transport collectif dans Charlevoix parce que je ne dis pas qu'il n'y avait pas de transport collectif, mon organisation en offre, mais du service de transport collectif sans réservation, sur horaire, avec des poteaux d'arrêt. Les gens ne sont pas habitués à ça, donc on veut commencer à mettre ça dans la tête des gens. Puis là, il va y avoir, j'imagine, tout un système de billetterie, de passes éventuellement aussi. Oui, pour le moment, c'est assez simple. Donc, on travaille avec, dans le fond, les gens peuvent acheter, on le sait, on ne valorise pas l'argent. Donc, on a des trucs PayPass, là, dans le fond, qui est très facilement au niveau de l'embarquement. Ah, et directement en embarquant, on peut payer avec une carte? Non, on peut payer avec notre carte de crédit ou notre carte de guichet automatique, effectivement. Ah, oui, une tarification. Fait que nous, on voulait simplifier les choses. On fait aussi attention à la pandémie, les variants et tout ça. Donc, fait que déjà, on voulait faciliter par rapport à ça, mais on n'est pas prêt à avoir un système de billettique très technologique parce que c'est beaucoup de sous, beaucoup trop d'investissement. Mais ça, c'est des choses qu'on réfléchit pour la suite des choses dans les prochaines années. Mais déjà, au niveau du réseau de cet été ou du réseau structurant,
Le réseau de cet été, ça va être de la billettique normale, mais au niveau du réseau structurant, c'est sûr qu'on va avoir des passes mensuelles parce qu'on veut que ça soit facile. On veut que pour les gens, non seulement ça soit facile d'avoir accès aux véhicules sur horaire sans réservation, bien évidemment, mais on veut aussi que ça soit facile et que ça soit valorisable par rapport à la voiture, que la tarification soit plus basse si on achète une passe mensuelle versus si on achète des billets. Oui. Puis là, les véhicules qui vont être utilisés, est-ce qu'on parle d'une nouvelle flotte qui doit être créée? Ou, Bien, déjà, pour le projet de cet été, c'est un véhicule 21 passagers. Donc, on peut mettre 19 personnes à bord. Là. Mais pour le réseau structurant, c'est encore là, au niveau de l'inter-MRC, c'est un véhicule de 21-24 passagers. Et sinon, on va aller avec des véhicules probablement de plus petite taille pour nous permettre de faire plus de circulation. D'accord. Donc, parce que c'est différents réseaux qui vont rejoindre les villes-centres. Donc, et ça, on va aller en processus d'appel d'offres à l'automne, là, comme prévu, selon le réseau, qui va être présenté à la population. D'accord. Maintenant, parlons de votre AGA qui s'en vient. Vous êtes un organisme à but non lucratif? Oui, absolument. Donc, la corporation, c'est un conseil d'administration. Dans le fond, c'est un organisme, c'est un OBNL dont les MRC sont membres, donc les membres prioritaires, parce que dans le fond, on a un conseil d'administration paritaire, dont il y a 2 élus, 2 représentants des MRC qui sont là au niveau administratif, et il y a l'Association des personnes handicapées, et il y a un citoyen de la MRC de Charlevoix et un partenaire de la MRC de Charlevoix, et un citoyen et un partenaire de la MRC de Charlevoix. Donc, actuellement, les postes de citoyens et de partenaires sont en recrutement. Notre AGA a lieu le 20 mai. Ça va être par visioconférence. Donc, et on est en poste de recrutement pour recruter des gens qui ont de l'intérêt à faire partie de notre conseil d'administration. Donc, ils communiquent, ils peuvent aller sur notre site, pas sur notre site Internet, on n'en a pas encore, mais sur notre site Facebook, donc Mobilité Collective, Mobilité Charlevoix, et s'inscrire à l'AGA, et les formulaires sont là. Donc c'est un formulaire pour devenir membre en même temps, c'est ça? Absolument, oui. Le membership, il n'y a pas de coût par rapport à ça. C'est un membership à vie, comme de quoi que, dans le fond, on est membre de la corporation. Et puis, nous, on va dévoiler nos résultats. Bien évidemment, on va parler un petit peu de la desserte, mais la nouvelle desserte, le réseau structurant qui s'en vient à l'automne, c'est à l'automne où est-ce qu'on va faire une conférence de presse, on va faire quelque chose de plus formel, parce que c'est important de bien expliquer aux gens qu'est-ce qui s'en vient. C'est un beau projet. Nous, ça fait... c'est gros, là, ça fait longtemps là, que vous oui, travaillez là-dessus. Là. Ça fait longtemps, mais là, je vous dirais, ça fait 6 mois là, où est-ce qu'on travaille là-dessus à temps plein, là, et puis, qu'on le présente à différents partenaires, puis pas juste des organismes communautaires, là, des institutionnels, du réseau touristique, du réseau hôtelier. Donc, et tout le monde dit, « Wow, on a besoin de ça, on veut... » Dans le fond, on a un enjeu de rétention de main-d'œuvre, on a un enjeu d'attractivité de territoire, on a un enjeu de déplacement des gens pour aller à l'école. Donc, vraiment, là, je pense que c'était mûr d'arriver avec un réseau structuré. Oui. Puis en plus, justement, on parlait de l'été qui est très achalandé. On veut désengorger les centres-villes. Les villes sont à la recherche de différentes solutions pour ça, donc un transport collectif. Et voilà. Et ma collègue, Marilène Thibault, qui connaît très bien le territoire, qui est une résidente de Baie-Saint-Paul, qui a travaillé à la MRC, qui est responsable de la mise en œuvre de cette nouvelle desserte-là. Donc, Marilène, d'ailleurs, sur le tracé Baie-Saint-Paul, a bien fait les choses, donc travailler avec l'équipe de Baie-Saint-Paul pour s'assurer que le transport collectif qu'on va mettre en place donc viendra être un facilitateur et non l'inverse. Exactement, en ajouter par rapport à l'engorgement. Donc, on s'attend à ce qu'il n'y ait pas d'arrêt sur Saint-Jean-Baptiste. C'est ça que ça veut dire? Effectivement. Mais il y a des belles voies de contournement et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment, tout comme disait si bien Pierre tout à l'heure, être une alternative. Dans le fond, la Corporation de mobilité collective de Charlevoix, donc Mobilité Charlevoix, est là pour offrir une alternative à la voiture. Voilà. Et peut-être transport scolaire alternatif plus tard. Tout est possible. Notre but, c'est vraiment de développer une expertise forte en matière de transport, de mobilité de personnes sur le territoire de Charlevoix. On le sait, le transport, la mobilité, c'est souvent en amont de tous les enjeux. Donc, il faut que les gens puissent avoir accès et que ça soit fluide et que ça soit de façon cohérente, mais ça vient avec des sous. Et puis, bon, on essaie de faire avec les moyens qu'on a, et le territoire est vaste, mais en même temps, c'est pas parce qu'il y a des enjeux qu'on n'est pas capable de trouver des solutions. Puis quand on va pouvoir sortir de chez nous,
Oui. on va vraiment avoir le goût d'aller se voir. C'est sûr, effectivement. Et les gens qui ont pris un petit verre, ben, ils pourront utiliser ce service Oui, de ben transport oui, plutôt que c'est de prendre leur vrai, voiture. c'est vrai. Voilà. Donc, c'est à tout ça qu'on va répondre. Ben oui, c'est essentiel, c'est Exactement. vraiment essentiel. Voilà. Juste pour terminer, c'est quoi l'implication que ça demande quand on fait partie de votre conseil d'administration? À quoi on doit s'attendre? Bien, le conseil d'administration, c'est un conseil d'administration, donc c'est super intéressant parce que dans le fond, il s'assure de la vision. Nous, on a un plan de développement, donc le conseil d'administration s'assure qu'on suit répond, le plan, exactement, qu'on suit le plan. Des comités au niveau du développement, des comités au niveau de la trésorerie, des comités au niveau des communications, des Donc, comités de on peut s'orienter exactement, dans ce qui nous exactement. touche plus. Mais surtout, je crois que, je ne parlerai pas pour mes administrateurs, mais je crois que c'est surtout de faire partie de quelque chose de plus grand que soi, d'un projet de développement valorisant pour tous les secteurs de Charlevoix. Donc, si les gens y ont de l'intérêt, là, je m'adresse aux citoyens de Charlevoix, donc de la MRC de Charlevoix, si vous êtes intéressé, allez sur notre site Internet, pas sur notre site Internet, Facebook. sur notre site Facebook, et l'information, elle est là pour pouvoir faire partie de l'équipe. Donc, c'est un mandat de 2 ans. Donc, faire partie de l'équipe d'administrateurs qui sont finalement les gouverneurs, le gouvernail de cette grande organisation. Merci beaucoup, Nancy. Merci. Bon été. Ça va être un gros été, je crois. Absolument. On va mettre ça en pilote, puis on a bien hâte de voir. D'ailleurs, c'est un pilote qui pourrait, dans le fond, peut-être voir à faire des petits en complémentaire à partir du projet de l'année prochaine. On va continuer de vous suivre. Je suis certaine que tu vas revenir nous en parler plus tard aussi. Ça va me faire plaisir. Merci, Nancy. Merci, Pierre, aussi, pour ta présence. Ça fait plaisir. Merci à toi. On termine cette émission en remerciant également Étienne qui était avec nous plus tôt pour nous parler du Living Lab des Petites Franciscaines de Marie. Merci à vous aussi à la maison et je vous dis à la prochaine. Ça se passe chez vous, une présentation de la MRC de Charlevoix.